bienvenue donc à cette table ronde consacrée à vos témoignages, des témoignages croisés de territoires sur les actions en ce temps de crise et les enseignements à tirer. Donc nous allons voir dans une première partie un peu le bilan de ce qui s'est passé chez vous, et puis peut-être, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, sur la prospective, hein, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les enseignements que nous allons tirer. Alors tout ça ne va pas tomber lettre morte, hein. Nos propositions, nos réflexions peuvent contribuer, je parle sous l'autorité du DRAF, à alimenter le futur CRALIM qui va être mis en place, donc le comité régional de l'alimentation. Avant de rentrer dans les questions sur comment vos territoires ont fait face, comment ils ont réagi, quel a été le rôle des collectivités, particulièrement des communes dans vos territoires respectifs, quel impact vous avez cette crise sur la stratégie alimentaire, quels sont également les facteurs facilitant les freins, les limites, bref, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette crise sanitaire, quels en sont les enjeux, les défis. Peut-être, je vais vous solliciter sur vos réactions, observations, comme tout à l'heure les personnes de la salle ont pu réagir. Est-ce que ça a suscité chez vous, vous y retrouvez dans les propos de Yona Chifolo, sur les enseignements de cette crise, voilà, auprès de nos concitoyens? Voilà, qui veut prendre la parole sur l'intervention de Yona Chifolo? Tout d'abord, je prie d'excuser Ménie Collier qui a été retenue et qui ne peut pas malheureusement être là aujourd'hui. Donc pour la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, ça a vraiment fait écho à ce qu'on a vécu et ce qu'on vit maintenant depuis 2017, lorsque on est engagé, nous, dans des réflexions autour de l'agriculture et de l'alimentation depuis 2017 sur le bassin de Bourg-en-Bresse, avec une vraie volonté politique d'avancer sur ces sujets-là avec les acteurs et d'être en complémentarité et de développer des outils quand les acteurs n'étaient pas en capacité de le faire et que c'était pertinent que la collectivité le fasse. Merci pour ce témoignage. Premier témoignage. Réaction par rapport aux propos de Yona Chifolo sur cette enquête nationale. Lilian Vergas, peut-être? Oui, ça marche. Est-ce que ça marche? Oui. Allez-y. Je trouve que déjà c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Alors, je pense qu'il y a des diversités locales, régionales, qui sont peut-être plus liées à l'intériorité d'implication des territoires sur les questions alimentaires, plus qu'à la nature des territoires ou à leur positionnement géographique. Même si je pense que c'est plus facile d'être résilient sur l'alimentation à Grenoble, où on produit de tout, à part peut-être quelques productions méditerranéennes, plutôt que dans la Beauce, où ça doit être, à mon avis, plus compliqué de trouver des produits pour s'alimenter. Mais moi, je trouve que ce travail, en fait, il a confirmé aussi les approches qu'on avait depuis plusieurs années déjà, quand on travaillait depuis plusieurs années sur l'alimentation. En fait, c'est une confirmation de tendances qui étaient lourdes. C'est que les impacts du changement climatique sur les productions, on l'avait, le lien santé-alimentation, on l'avait, l'évolution des attentes des consommateurs, on l'avait, le système alimentaire traditionnel à bout de souffle, on avait fait le constat, et que des solutions alternatives en émergence, on avait ça. Donc on cochait ces cases-là, qui ont été confirmées par la crise Covid. Mais la crise Covid, ça a été surtout un révélateur pour nous de fragilité. Et tout notre système et toute notre réflexion alimentaire qui était pensée sur se nourrir mieux localement, avec des produits de meilleure qualité et une meilleure équité entre les acteurs de la chaîne alimentaire locale, on s'est fait bousculer parce que la question de se nourrir tout court, avant de se nourrir mieux, s'est posée à nous. Et clairement, je ne sais pas qui c'est qui a parlé tout à l'heure du plan communal de sauvegarde, mais l'alimentation, c'était l'impensé des plans communaux de sauvegarde. Donc il y a un moment où on a eu un peu peur quand même, où on s'est dit, le jour où l'Italie et l'Espagne ont fermé leurs frontières, très peu de temps, quasi simultanément, on sait tous que nos stocks alimentaires sont des stocks roulants et qui viennent pour beaucoup de ces régions-là, d'Europe. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps et que c'était une pandémie qui n'a pas bloqué les systèmes de fret.
Parce que si on a une pandémie qui bloque les systèmes de fret, le problème est bien plus complexe. Donc il fallait s'alimenter tout court et la question des personnes les plus fragiles économiquement, parce que la crise Covid a mis sur le carreau tous les gens qui étaient avec des emplois précaires du jour au lendemain. Beaucoup de gens qui étaient sur des emplois précaires. On est une ville très étudiante, 75 000 étudiants à Grenoble. On s'est retrouvé avec un problème étudiant énorme que le Crous a super bien géré. Mais d'un coup d'un seul, ils n'avaient plus de petits boulots. Il y avait pas mal d'étudiants étrangers qui ne pouvaient plus rentrer dans leur pays et ils n'avaient rien à bouffer. Pardon pour le truc, mais c'était concret, quoi. Donc voilà, un vrai révélateur de crise et potentiellement, j'ai fait un peu d'histoire dans ma jeunesse. Vous couplez crise économique et crise alimentaire. C'est quand même le couple vecteur de tous les désordres publics par le passé, quoi. Donc voilà, ça nous a vraiment bousculé, nous qui étions basés sur des questions de relocalisation de l'alimentation, et je l'assume de façon peut-être un peu bobo, on va changer le braquet, quoi. Très bien. Merci pour ce témoignage. Alors, Sophie Bénézite, vous avez un micro, je pense qu'il doit être allumé. Alors, vous êtes maire de Saint-Martin-de-Vigourou, vous êtes vice-présidente de Saint-Flour Communauté en charge de la culture, du patrimoine et de l'alimentation. Alors, lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, notre slogan, c'était « Ne pas laisser la population et les producteurs ». Et alors, on a vu la réaction, je dirais, de Saint-Flour Communauté, la main à la pâte, sans jeu de mots. Vous avez fait énormément de choses pour ne pas laisser la population et les producteurs. Comment vous avez fait concrètement, budgétairement, politiquement sur votre territoire ? Bon, alors je vais être que le porte-parole de ce qui s'est passé parce que je n'étais pas encore élue. Donc je suis que le porte-parole. Mais en fait, le souhait, oui, effectivement, ça a été c'est donc suite au confinement et surtout à l'arrêt des marchés, ça a été de répondre d'une part aux consommateurs et d'autre part aux producteurs locaux. Donc il a été réfléchi de faire je perds mes mots, excusez-moi, de faire une plateforme en fait dans un premier temps où on a demandé aux commerçants et aux producteurs en fait si ça les intéressait et donc il y a eu 30 boutiques en ligne et donc cette plateforme en fait elle a été créée par une société Wind qui est spécialiste du commerce en ligne et en fait qui nous a fait cette plateforme et gratuitement. Alors déjà, vous avez la modestie de ne pas le dire, mais moi je vais le dire. Il y a 2 communes françaises qui ont utilisé cette plateforme de e-commerce. Il y a la commune de Sèvres et la commune de Saint-Flour. Et c'est une start-up qui s'appelle Wind, pour ne pas lui faire de la publicité, qui vous a remis à titre gracieux l'utilisation de cette plateforme pour mettre en place le fameux e-commerce et qui a terriblement bien marché. Alors, donc, dans un premier temps, ça a été pour ouvrir ces 30 boutiques en ligne. Et puis, très vite, en fait, ça a été de répondre donc, aux producteurs locaux et de vouloir répondre sous forme d'un drive fermier. Donc là encore, on a eu la chance. On a passé un partenariat avec la avec la SNCF dans un premier temps, qui nous a mis à disposition gratuitement des locaux pour stocker donc, les aliments avant distribution. Et donc, on a pu bénéficier de ces locaux et organiser donc, tous les vendredis la distribution auprès des consommateurs grâce aussi à la participation de nos agents au sein de Saint-Flour Communauté. Voilà, et donc là, à ce niveau-là, il y a eu 13 producteurs qui ont participé à ce drive et ce qui a représenté 1400 commandes entre début avril et mi-juin, en fait. Voilà.
Voilà, donc on achète en ligne sur Wind C'est et ça. puis on va au Drive en partenariat avec la SNCF C'est pour ça. récupérer ces aliments. C'est En ça. même temps, il faut dire que vous n'étiez pas gâtés. Hein. Les marchés étaient pratiquement tous fermés, sauf dérogation. Ils étaient fermés, oui. Ils Le choix a été de les fermer. Oui. Dès le 21 mars, je me rappelle du 17 mars, c'est le jour du confinement. Le 21 mars, vous avez eu ce grand marché de Saint-Flour, hein, qui est quand même très très important, à Pompidou, hein, qui est vraiment le marché central avec un rôle culturel très important. Et celui-là aussi a subi justement les contraintes sanitaires. Et donc on est passé en mode digital, si j'ose dire. C'est ça. C'est ça, et ça a plutôt bien marché, hein. On est assez content. En plus, économiquement, c'est vrai qu'on a eu quand même la chance d'avoir la coopération de privés, de publics, qui ont fait que c'est une opération qui n'a pas engendré de coûts supplémentaires pour le consommateur. Voilà. Et qui a permis à nos producteurs locaux de pouvoir écouler leurs marchandises surtout. Et alors dites-nous tout par rapport à cette résilience, au début, perturbation, réaction, adaptabilité, etc. Vous avez quand même mis la main dans la poche. Je pense notamment à votre expérience avec La Poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc on a passé un partenariat avec La Poste pour essayer de toucher aussi un consommateur qui était en difficulté de se déplacer. Donc on a passé ce partenariat avec La Poste qui nous a proposer un tarif national au prix de 4,80 € pour 10 kilos pour un colis de 10 kilos. Et en fait, la collectivité quand même a pris à sa charge 2 €, ce qui faisait un coût de livraison à 2,80 €, donc ce qui permettait au plus grand nombre de profiter de cette livraison. Voilà. Et puis la communauté... Pour compléter vos propos, la communauté a pris en charge la location d'un camion frigo loué par La Poste. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Voilà. C'était à souligner sur cette capacité que les collectivités... On reviendra à vous pour les enseignements. Françoise Valette, donc vous êtes là. Moi, ce qui m'a frappé dans nos échanges préparatoires, c'est que vous m'avez dit que le PAT, ce n'était pas une finalité. C'était pas une finalité. Mais vous avez expliqué qu'il y avait quand même une stratégie du territoire à réagir par rapport à cette crise sanitaire. Comment, auprès des élus, auprès des acteurs, des producteurs, cet objectif a été plus ou moins atteint? Alors en fait, au niveau du Rouennais, on a une démarche par rapport au confortement, l'idée de conforter les filières qui sont ancrées territorialement et est en place depuis 2005. Il y a des actions qui sont menées là-dessus. On a un programme leader qui a été signé en 2014 avec encore là l'économie de proximité, l'alimentation au cœur de l'action. Et ce qui fait que voilà, s'engager dans une démarche de PAT, c'est pas une finalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris un appel à projet en se disant tiens, on va postuler, voilà. On s'est dit avec tout ce qui se passe chez nous, on est dans une démarche PAT. Donc les élus se sont dit on va structurer, avancer, rester à notre place et apporter un cadre si tenté qu'il y en ait besoin. Arrive la crise, donc on sentait, parce que depuis 2018, vraiment, on réunit des commissions qui touchent et à l'agriculture et à l'insécurité alimentaire et à la santé, etc. Et on sentait qu'on avait un rôle à jouer en tant que collectivité, mais on ne savait pas trop quoi. Et il se trouve que sur notre territoire, on a une association qui s'appelle Rouennais Tourisme et qui fait la promotion et la commercialisation du Rouennais touristique. Et tous les mercredis, cette assoce, elle sort une newsletter. Il y a 4600 abonnés. Et qui dit que faire ce week-end, sortir dans le Rouennais ce week-end. Mercredi 11, sortir dans le Rouennais. Mardi 17, restez donc chez vous. Et donc le 18, Rouennais Tourisme, on se rappelle, et ils me disent, écoute, moi j'ai plein de restaurateurs qui ont plein de choses dans leur frigo, il faut faire quelque chose. Donc ils lancent une première newsletter en disant, allez, on va aller manger, commander à manger auprès de ces restaurants qui vous proposent une livraison, un drive. Et là, donc nos élus ont dit, nous, notre rôle, c'est peut-être de continuer à se dire, on va soutenir le développement de l'éco de prox de manière très générale,
Et on s'est déjà rapproché de Rouennais Tourisme en faisant d'abord appel à tous nos réseaux, en disant vous, est-ce que vous êtes ouverts? Qu'est-ce que vous proposez? Et petit à petit, toutes les semaines, avec la CCI aussi, on se retournait vers Rouennais Tourisme le mercredi matin et on donnait nos nouvelles informations. Et en fait, toutes les semaines, pendant 8 semaines, on a sollicité nos partenaires. Et nos partenaires, ce ne sont pas des restaurateurs à la base dans notre liste de diffusion, mais ça peut être un lycée agricole dont une personne connaît un restaurateur qui, au bout de simplement 3-4 semaines, a réagi. Et à ce moment-là, il venait vers nous en disant est-ce que vous pouvez rajouter cette personne dans la liste? Voici les coordonnées, voici les modalités. Et on a avancé comme ça. Et en fait, la dernière newsletter, entre les restaurateurs et les producteurs locaux, on avait 64 producteurs locaux qui avaient été inscrits, alors qu'initialement, ils n'étaient pas dans la liste de diffusion. Alors, ce n'était pas que de notre fait, c'est aussi tout un réseau. Mais voilà, ça s'est vraiment amplifié. Et ça a été notre contribution d'essayer de mettre un réseau, de mettre en lien, de permettre une dynamique comme ça, quoi. Donc, pour rappel, votre PAT, il est en cours d'élaboration. Alors, notre PAT est en cours d'élaboration. Là où c'est assez particulier, c'est qu'il recouvre 5 intercommunalités, dont Rouennais Agglomération en son centre, mais aussi d'autres communautés de communes, la Coplère, le Pays d'Urfé, Valdex et Charlieu-Belmont. Et en fait, c'est le regroupement de ces intercos qui travaillent à avancer dans une démarche PAT. Donc, on a une animation qui est cotée avec quelqu'un, pour l'instant, à Rouennais Agglo, puis moi à Charlieu-Belmont. Et en fait, on travaille à l'échelle de 106 communes pour essayer de mettre en place une stratégie. Enfin, ce n'est pas une stratégie liée à l'alimentation. La stratégie politique, c'est conforter l'économie de proximité et on ne sépare pas l'agriculture, le tourisme, les problèmes d'insécurité alimentaire et choses comme ça. On est global. Voilà. Et puis vous avez des producteurs qui se sont pris en main, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un magasin de producteurs, notamment à Charlieu. Ouais, parce qu'en fait, les élus, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne fasse pas doublon. Donc on a vraiment relayé l'information. Donc on a relayé les cartos qui existaient. On aurait pu effectivement créer une carto, la diffuser, mais on a fait le choix de relayer. Et en fait, pour autant, les élus ont été quand même assez perdus. Dans un premier temps, ça a été quand même assez violent. Donc les marchés fermés. Il y en a tout de suite, lorsque sur votre commune, vous avez 10 marchés par semaine, et tout de suite, vous vous battez pour essayer d'en conserver 2-3 en organisant les choses. Lorsque vous n'en avez qu'un seul très gros sur votre commune par semaine, sur le coup, vous avez peur, quoi. Il vous faut aussi le temps de réaction. Et avant que les choses s'organisent, pour les producteurs, c'était compliqué parce qu'ils n'avaient plus de lieux identifiés pour vendre. Donc, ils ont commencé à se mettre ensemble. Et là, aujourd'hui, on a des producteurs qui ont gardé cette idée-là. Et il y a un magasin de producteurs qui va s'ouvrir à Charlieu, où il n'y en avait pas, d'ailleurs, au mois d'octobre. C'est issu de producteurs qui ne sont pas de la même commune, mais qui se sont retrouvés face à une crise à un moment et qui ont travaillé ensemble. Je veux aussi dire que cette crise, elle a apporté quelque chose de bien au niveau des producteurs qui étaient assez renfermés chez eux. Ils allaient au marché, ils vendaient leur production, et puis ils ne recevaient pas à la ferme. Et moi, j'ai discuté avec des producteurs qui me disaient « mais ils ne viennent pas à la ferme ». Mais bien sûr qu'ils ne viennent pas, parce qu'on ne sait pas si vous êtes dans les champs, si vous êtes à l'étable, Et ils ont commencé à organiser aussi l'ouverture de leur ferme. Et les gens sont revenus dans la ferme, et même maintenant, ils y vont. Parce qu'ils ont l'information, parce que ce contact, il s'est créé en dehors d'un lieu fixe de marché. Alors revenons un petit peu au PAT. Donc il y a un projet de charte du PAT dans lequel vous mettez la juste rémunération des producteurs, la relocalisation évidemment. Et je rebondis au propos du Younash Follow concernant la qualité du diagnostic. Là vous y êtes encore, vous avez poussé un peu loin le diagnostic, parce que j'ai noté beaucoup de travail, de réflexion, d'enquête, notamment en 2019, sur les pratiques alimentaires. J'ai noté également le travail d'une sociologue qui a évidemment parcouru le territoire. J'ai noté également un travail sur l'insécurité alimentaire. Vous avez fait énormément d'études, enfin énormément, quand même quelques études pour muscler, conforter le diagnostic de votre PAT. En fait, on s'est aperçu que toutes les données de base, ce dont vous parlez, là, faire un diagnostic de manière très universitaire, c'est possible. Vous allez chercher
des sites internet, vous trouvez tout ce qui est relatif à l'agriculture, éventuellement au point de vente, à l'alimentation. Bon. Et donc en fait, on est parti là-dessus, mais on l'a fait en interne. Et puis on s'est dit où est-ce qu'on n'est pas bon. Alors on n'est pas bon en tant que collectivité sur des choses comme l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, on a les chiffres de la banque alimentaire, et puis voilà. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a une personne qui s'est proposée de faire un travail sur l'insécurité alimentaire chez nous. Ce travail, il a eu lieu pendant 6 mois. La personne a soutenu son travail l'année dernière. Mais par exemple, elle a tenu quand même à rendre le résultat de son travail sur l'insécurité alimentaire dans le Rouennais. Et on l'a fait il y a 15 jours, en présence de travailleurs sociaux, du monde agricole, de collectivités, d'associations. Et on a organisé des ateliers. Il y a des idées de démocratie alimentaire qui ont commencé à naître. Et tout ce volet-là, on va essayer de l'accompagner et de le muscler un peu plus. Donc on va travailler à petite échelle sur comment rapprocher des personnes qui ont besoin, qui peuvent avoir besoin d'un jardin parce que ça va les aider et qui n'ont pas les moyens d'avoir un jardin, voilà. Et d'autres personnes qui, elles, ont un jardin, elles ne savent pas quoi en faire, mais dans le même village, on doit pouvoir s'arranger. On va essayer de travailler sur une ouverture des AMAP. On parlait des AMAP tout à l'heure. Et c'est vrai que la crise a permis de voir que les AMAP pouvaient s'ouvrir. Et donc nos AMAP ont dit, nous aussi, on va essayer de travailler dans ce sens. Donc on va commencer à lancer des actions dans ce sens. Enfin, donc on a eu un travail sur l'insécurité alimentaire qui va continuer. On a eu le travail d'une sociologue sur comment les Rouennais ont besoin d'être réassurés par rapport à leur alimentation. Et ça, ce travail, il a été fait avant la crise, il a été fait en 2018, et on sentait déjà que les gens, ils ont envie d'être rassurés sur ce qu'ils mangent, d'avoir une proximité, mais plus que ça, d'avoir du lien avec les producteurs. Donc on avait eu ce travail-là. On s'est basé aussi sur des enquêtes qu'on a fait. On a fait une enquête auprès des habitants pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qui pourrait favoriser le développement du manger local. Donc ils nous ont sorti, on leur avait fait des propositions en questionnaire fermé, puis on avait fait aussi on leur avait demandé des questions ouvertes. On a 600 personnes qui ont répondu et nous ont fait des propositions qui se sont trouvées être bien utiles pendant le confinement, puisqu'on avait fini le questionnaire en octobre l'an passé. On a fait une enquête, on a fait faire une enquête par des étudiants, des lycéens auprès de commerçants, de la grande distribution, pour savoir, voilà, c'est quoi un produit local pour vous, c'est quoi la qualité alimentaire. Et avec ces données-là aussi, on a commencé à rapprocher les associations type bio des producteurs. Et là, aujourd'hui, on est en train d'accompagner la mise en place, c'est le lycée de Chervé avec une association qui s'appelle Vivre Bio, et l'ARDAB, qui sont en train de faire un annuaire des producteurs locaux et pas simplement bio. Mais ils font aussi, tout le monde se rapproche, tout le monde fait des efforts. Voilà, on construit comme ça. Donc on est toujours, avant de donner la parole à Laura Castillo, on est toujours dans le travail de mieux connaître, mieux apprécier qualitativement. On est aussi ce que disait Michel Sinoir tout à l'heure sur l'acte d'éduquer, puisque vous associez aussi des étudiants, des lycéens, des chercheurs. On a des chercheurs à votre aussi. PAT. Et puis en fait, les collectivités, elles se rendent compte qu'elles ont une place, mais sur des choses qui sont très spécifiques. On a une légumerie là en projet par une association, on soutient ce projet, enfin les collectivités le soutiennent. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un problème qui est un peu plus costaud. Ce n'est pas qu'une petite légumerie qui pourra répondre aux besoins. Donc les collectivités sont en train de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, ensemble, faire quelque chose ? Et voilà, chacun à sa place, mais chacun ensemble, quoi. On avance comme ça. 1 + 1 = 3. On essaye. Voilà. Je vais me tourner vers votre voisin, géographiquement parlant, Laura Castillo. Donc on est à Vichy Communauté. Alors vous aviez 2 marmites, à la fois la cuisine centrale et puis le PAT. Vous êtes en charge du PAT. Et alors en ce moment même, là tout de suite, vous êtes au 3e forum alimentaire, ce qu'on avait vu l'année dernière avec Cap Rural et la DRAF sur votre témoignage. Alors le drame, c'est que votre cuisine centrale est fermée 1 mois. Comment avez-vous fait parce qu'il n'y avait pas de clients pour leur fournir justement les repas tout préparés. Comment vous avez fait dans un premier temps pour voir un peu mieux votre résilience ?
Alors, on a effectivement complètement stoppé la production puisque la restauration collective était interdite. On était tous confinés chez nous. On s'est organisé parce qu'on avait des commandes qui étaient passées auprès de producteurs locaux qu'on ne pouvait pas honorer parce qu'on n'allait pas réaliser les repas en question. Donc on a fait appel à une sorte de newsletter aussi aux agents de la commune de Cussé et de Vichy Communauté pour acheter ces produits et prendre le relais pour qu'ils ne soient pas perdus. Et ensuite, au bout d'un mois, on a eu une demande pour faire des repas chauds pour les enfants de soignants qui étaient gardés sur Cussé et Vichy. Dans un premier temps, les parents faisaient des pique-niques pour les enfants et puis un repas froid 5 jours par semaine, ça faisait un peu beaucoup. Donc on a réouvert la cuisine en équipe restreinte pour faire ces repas 2 fois par semaine. Et puis, dans un second temps, il y a des associations qui ont sollicité Vichy Communauté parce qu'elles étaient en lien avec les personnes logées par le 115, des profils plutôt des migrants ou SDF. Et ils ont constaté que ces personnes qui étaient logées suite à la prolongation de la trêve hivernale n'avaient pas de possibilité de cuisiner et de se restaurer correctement. Il y avait notamment des familles avec des enfants en bas âge et les associations ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme en disant que c'était compliqué pour eux. Et heureusement, donc on a eu une validation politique pour réouvrir la cuisine en équipe restreinte tous les jours de la semaine et confectionner donc des repas chauds pour ces personnes logées par le 115. Donc entre le 22 avril et le 7 juin, parce qu'on allait un peu au-delà du déconfinement pour faire une transition en douceur pour ce public-là, on a près de 1000 repas qui ont été préparés. Donc on a refait de la restauration collective, mais dans des conditions très drastiques au niveau sanitaire. Il y avait beaucoup de personnel qui était présent et ça permettait aussi d'avoir un soutien social au moment du repas par le CCAS pour avoir une prise en charge un peu plus complète qui allait au-delà de juste ces repas. Et donc voilà, repas chaud le midi et pique-nique froid pour le soir et pour le dimanche. Donc pareil que chez Lilian Vargas à Grenoble-Alpes Métropole, le Crous a été mis en contribution. Votre restaurant universitaire a aussi ouvert ses portes, son self. Ils ont ouvert les locaux et mis à disposition donc, le personnel de cuisine pour faire le service et puis pour éviter le maximum de manutention, faire le minimum de manutention en l'occurrence et le nettoyage, désinfection. Parce que le souci à la base, c'est que les personnes en situation difficile recevaient des dons ou des pâtes alimentaires ou de la farine, mais ils n'avaient pas le droit de le cuisiner, tout simplement. Pas de possibilité, dans les chambres d'hôtel, pas de cuisine, les salles communes, quand il y en avait une, elles n'étaient pas ouvertes, donc la disponibilité alimentaire n'était pas compatible avec le fait de manger, puisque c'était pas possible de cuisiner. Alors pour compléter votre résilience, si j'ose dire, vous avez aussi Vichy Communauté qui a mis en place un numéro vert, non médicalisé, vous avez souligné, oui. Mais en même temps, il allait un peu plus loin vis-à-vis des producteurs et des consommateurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc l'agglomération a souhaité ouvrir effectivement un numéro vert pour répondre aux questions des habitants, donc toutes les questions non médicales. Et en fait, il s'est trouvé que près de 40% des questions concernaient l'alimentation. Et notamment au cœur du confinement, ça montait jusqu'à 70% des questions. Donc le but était au cas par cas de répondre à ces personnes-là. Donc c'était quel commerce fait de la livraison à domicile, comment est-ce que je peux commander à distance, j'ai pas de possibilité de me déplacer, donc est-ce que quelqu'un peut venir m'aider. Il y a eu un appel à bénévoles, donc on avait des bénévoles qui étaient cartographiés sur l'agglo et on pouvait les solliciter au cas par cas quand on avait des personnes isolées.
Et donc ça a enclenché aussi tout un relationnel avec les professionnels et donc notamment une cartographie pour mettre à jour les horaires d'ouverture et les modalités de commande et de livraison. Et avec un volet notamment en lien avec les producteurs du territoire, puisque les marchés ont été fermés et ont réouvert quelques temps plus tard. Et donc le but était aussi de mettre à jour ces modalités de commande et de livraison pour les producteurs et de donner l'information et de la rendre accessible aux habitants. Ce qui me fait dire, avec un petit clin d'œil un peu coquin, Vichy a joué un peu à Uber, jusqu'à la livraison à domicile, quelque part. Voilà, il y a dans certains cas, pour des personnes isolées, avec pas de bénévoles à proximité ou pas de voisins qui pouvaient répondre à cette demande-là, il y a effectivement des agents de l'agglomération qui ont réalisé des livraisons à domicile, et notamment en lien avec le drive du Grand Marché qui s'est monté de manière très, très artisanale. Mais voilà, il y a eu un système de livraison aussi assumé par l'agglomération. Merci bien. Je me tourne vers un pays à grande connotation gastronomique, et il se reconnaîtra, c'est Bourg-en-Bresse. Depuis la dernière fois où j'ai appris qu'il y avait la crème bressane qui est très très bonne, ce qui ne facilite pas un peu les rondeurs. En tous les cas, votre PAT, il est relativement jeune, si j'ai bien compris, déposé en 2019, l'année dernière. Par contre, vous avez un vieux schéma quand même, un schéma agricole, alimentaire et le bois. Pareil que le Rouennais, vous avez un programme leader qui évidemment a mis le paquet sur les circuits de proximité. Racontez-nous qu'avant le confinement, on va replonger dans le confinement, mais avant le confinement, il y a déjà des choses qui ont été faites et qui ont peut-être facilité un peu la mise en œuvre de votre résilience. Oui, effectivement, on est, mais comme beaucoup de territoires, parce que j'ai le plaisir de recroiser des gens avec qui j'ai travaillé au début de ma carrière, on était territoire PSADER et on avait aussi un programme leader qui nous a beaucoup aidé à structurer, je reprends le propos de madame, au début on parlait des circuits courts, et donc on a structuré à la fois des points de vente collectifs, puisqu'aujourd'hui sur ce bassin de Bourg-en-Bresse, 74 communes, 135 000 habitants, on a 4 points de vente collectifs. On a également structuré un réseau de producteurs locaux qui s'appelle le réseau Étiquetable depuis 2009, qui permet de réunir 100 acteurs des circuits courts. Quand je dis 100 acteurs, ça veut dire 70 producteurs en circuit court, mais également des artisans de bouche, des restaurateurs et des entreprises agroalimentaires qui s'engagent à faire de la production locale et de saison. Alors ça se traduit par l'animation d'un réseau. D'ailleurs, on vient de recevoir notre nouvelle animatrice, Anne Basset, qui est dans la salle. Et c'est donc un réseau qui se concrétise avec un site internet qui permet en fait de mettre en relation le producteur, le consommateur, et aussi de faire de la pédagogie autour des différents termes: agriculture conventionnelle, agriculture locale, agriculture biologique, label rouge, voilà, pour que le consommateur s'y retrouve et qu'on soit bien clair sur ce qu'on trouve dans des différents lieux de commercialisation, notamment au niveau du marché. Et je fais la transition ? Oui, avec plaisir. J'ai des questions et réponses. Et je viens du coup... oui, il y a un autre élément de contexte qu'il faut dire. Vous nous avez charrié le territoire sur la crème, mais sur notre bassin de Bourg-en-Bresse, on a 5 AOP. Le beurre, la crème, la volaille de Bresse, le comté et le cerdon. Et effectivement, comme Yuna le disait tout à l'heure, on s'est rendu compte pendant le Covid que finalement ces AOP, ça a été vraiment contre-intuitif pour nous, parce que dans toutes nos réflexions, systématiquement, on avait dit il faut les mettre en avant, ça a fait de la valeur ajoutée pour les producteurs, économiquement c'est très intéressant, sauf que finalement, c'est les productions qui ont le plus souffert pendant le Covid. Et donc, comme notre réseau était très bien structuré, très vite, on a eu les soubresauts et les appels des acteurs en nous disant le cerdon, donc le cerdon c'est le champagne de chez nous. C'est le vin pétillant. C'est le vin pétillant rosé. Je vois que tout le monde connaît. J'en ai pas amené. Et donc le cerdon, typiquement, plus aucun débouché. Et c'est pas forcément un vin de garde. Donc là, il y a eu une grosse inquiétude de la part des acteurs. Volaille de Bresse, même difficulté. La volaille de Bresse, aujourd'hui,
commercialise majoritairement dans les restaurants gastronomiques les 1, 2 et 3 étoiles et à l'étranger. Avec la fermeture des frontières et des restaurants, grosse crise. Et puis quand il y a un lot qui est parti et qui est à maturité, il faut l'abattre. Donc là, coup de téléphone des 2 volaillers, donc c'est ceux qui abattent et qui commercialisent du territoire, aux élus. Et on a vu quelque chose que nous, on avait déjà détecté sur ce territoire, une très belle solidarité des différentes structures et des élus sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le département de l'Ain, le département de Saône-et-Loire, du Jura et les présidents d'intercommunalité se sont mis autour de la table et ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver pour aider à passer le cap à la profession. Et donc chacun, à son niveau, a donc commandé des volailles. Pour la CA3B, on a commandé 2000 volailles. Le département de l'Ain, alors je crois que c'est 2500. Département du Jura, 2000. Voilà. Et comme ça, on a réussi finalement à garantir à ces 2 entreprises agroalimentaires que leur stock, qui était donc surgelé, serait écoulé après le confinement. Et en plus, on a, avec la facilité offerte par l'État, on a pu payer tout de suite. Et donc, on a décaissé 28 000 € qui ont bien aidé les volailles. Bon, alors nous, aujourd'hui, on le vit avec Anne. La volonté politique, ça a été de dire que ces volailles, elles soient revendues aux communes. Alors on bonifie, on donne une petite subvention. Et là, on est maintenant dans le dur, je dirais, mais j'y viendrai tout à l'heure sur les enseignements, puisqu'on se rend compte que passer d'une volaille surgelée entière à l'assiette d'une cantine, avec différents types de cantines sur le territoire, une grosse unité de production à Bourg-en-Bresse qui fait plus de 2400 repas jour, et la petite commune, c'est pas dans ma bouche, c'est absolument pas péjorative, petite, mais la commune qui fait la cantine d'une commune qui fait 60 repas jour, c'est absolument pas la même chose, et on a des difficultés, notamment dans la découpe et la transformation. Donc, un premier sujet pendant le confinement, les volailles de Bresse. Je viens sur le deuxième, autre grosse difficulté. Le premier mercredi du confinement, le marché de Bourg-en-Bresse s'est tenu, puisque sur le bassin de Bourg-en-Bresse, on a une vraie culture du marché, avec à peu près une dizaine de marchés sur toutes les communes, à peu près de 1000 à 2000 habitants ont leur marché. Et à Bourg-en-Bresse, il y a 2 marchés. Le mercredi, le marché se tient et là, gros problème, aucun respect des consignes qui avaient été données par le gouvernement, donc décision de la mairie de fermer ce marché-là. Il nous a fallu moins de 10 jours pour que, en fait, entre le maire, son cabinet et la CA3B, alors le maire de Bourg-en-Bresse est également le président de la CA3B, on trouve une solution et qu'on s'appuie notamment sur notre site internet étiquetable pour mettre en avant tous les producteurs qui avaient fait le choix de continuer de commercialiser, ceux qui du coup le faisaient à la ferme, ceux qui ont demandé à avoir un lieu physique sur Bourg-en-Bresse, donc en tant que service on a fait l'intermédiaire aussi, et puis on a également, mais ça c'est vraiment l'état d'esprit du territoire, on a ouvert, on est sorti un peu de notre charte et de nos habitudes et on a accepté des producteurs qui finalement ne répondaient pas au cahier des charges étiquetable, en se disant voilà, il fallait jouer la solidarité. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est des agriculteurs que Anne rencontre pour les fidéliser dans notre, c'est très commercial, dans notre réseau étiquetable. Par rapport à l'accessibilité, je continue question-réponse. Ça, Mohamed est un peu en repos. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le site internet, c'est très bien. On parlait en aparté avec ma voisine, mais finalement, ça exclut un certain nombre de populations, notamment les personnes âgées, voilà, qui ont moins l'habitude. Et c'est vrai que ça sera un enseignement. Je bascule pas deuxième, je fais du teasing. Ça sera un enseignement pour la suite, d'autant plus qu'on voit que sur notre territoire, une autre démarche qui a énormément bien fonctionné, c'est le travail de la Chambre d'agriculture, qui était très complémentaire avec ce qu'on faisait sur Facebook et une carte interactive des autres producteurs. Donc voilà, quand on additionne Facebook, site internet, eh bien, aujourd'hui, en termes de médias, on ne touche pas 100% de la population.
Merci de faire à la fois les questions et les réponses. Avant d'aller dans la Drôme, peut-être nous dire que le territoire s'y était préparé, parce qu'il avait les outils, il y avait une volonté politique de mettre la main à la poche là aussi pour sauver une filière de qualité extrêmement forte. Donc vous avez fait quelque part par vous-même une espèce de plan de relance quoi, de l'agriculture et des filières. Parce qu'il n'y a pas que la volaille, il y a aussi le cerdon, vous l'avez dit, parce que vous avez fêté les fins d'année avec le cerdon. Enfin, je dis tout. On l'a pas encore fait, c'est l'année prochaine. Enfin, c'est pour l'année prochaine, pour décembre prochain. Donc nous sommes tous invités à boire du cerdon à Bourg-en-Bresse. Et puis il y a aussi les espaces verts, parce qu'il y a une filière horticole que vous avez sauvée pour essayer, enfin sauvée en partie, pour essayer de... Parce que les horticulteurs ont beaucoup souffert pendant le confinement, ça il faut se le rappeler. Comment budgétairement vous vous en sortez? Vous avez trouvé du pétrole ou... Donc déjà, la façon dont les élus ont appréhendé la chose, c'est pendant cette crise du Covid, ils ont fait le choix de lancer un plan de soutien à l'économie. Et dans ce plan de soutien, ils ont intégré l'agriculture. Et ils nous ont missionné, l'équipe agricole, la modeste équipe agricole de la CA3B, d'activer nos réseaux. Et effectivement, comme on avait des relations anciennes et des moyens humains qu'on avait consacrés à ça, ça nous a permis d'appeler, on avait tous les 15 jours avec ma collaboratrice que vous connaissez peut-être, Pauline Chirouz, le directeur de la Chambre d'agriculture, et on faisait un point sur où on en est des filières, lesquelles sont en difficulté et lesquelles se rétablissent. Par exemple, on a été très inquiet au tout départ par rapport au comté, puisqu'en fait le comté, la filière a vu que dans les GMS, la découpe était compliquée. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient le faire ou pas par rapport aux manipulations. Donc on a eu des premiers échos de producteurs qui disaient, nous on nous réduit nos volumes, comment on va faire? On est en plein pic je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en plein pic de lactation au mois de mars. Donc là, il y a eu des grosses inquiétudes, mais on voit que finalement, la filière a géré la régularisation, et ça s'est bien poursuivi. On a eu aussi vous disiez les horticulteurs, on a été interpellés par rapport à ça. Donc il y a eu, alors après, il y a ce qu'on fait au niveau local, mais il y a le national, puisque les jardineries ont réouvert. Et on a, donc dans le plan de relance, Monsieur Nicolier, l'élu en charge de ces questions-là, a écrit à ses confrères maires, donc 74, en leur demandant de jouer la solidarité. Alors il y avait l'opération Volaille de Bresse, mais il y avait aussi la liste de tous les horticulteurs du secteur pour éventuellement s'approvisionner en local, et une liste de producteurs de cerdon pour faire des stocks pour le prochain Noël. Pour le prochain Noël. Merci beaucoup. Alors nous allons voyager dans un autre département pays aussi de la gastronomie et du bio. Je sais qu'il y a des amateurs de bio dans la salle. La Drôme. Voilà. Alors on n'est plus dans un territoire infradépartemental, on est carrément à l'échelle d'un département. En général, les départements sont plus connus sur l'accompagnement social, ce qui a été votre priorité, mais également avec un projet alimentaire et territorial qui porte ces valeurs. Alors ce département, il a fait plutôt le relais de différentes initiatives, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une mobilisation transversale à l'échelle du département, puisqu'on touche à la fois le social, mais aussi l'emploi inclusif, l'appui aussi à une agriculture durable. Comment le département, pendant le confinement, s'est mobilisé pour mettre en œuvre justement sa résilience ? Alors, il s'est mobilisé de différentes manières en fonction de ses champs d'intervention et de compétences. En ce qui concerne la direction dans laquelle je suis, donc la direction économie, emploi, insertion, on a un service agriculture avec des collègues très mobilisés sur ces questions-là, sur les questions de structuration de filières, sur les questions des circuits courts. On a une politique circuit court qui est relativement bien ancrée et qui a permis aussi une réactivité du coup sur le territoire pendant la crise. On a un partenariat avec la Chambre sur ces questions-là. Donc c'est vrai que le département s'est beaucoup fait le relais des initiatives qui ont pu être faites et surtout donner on va dire assouplir les conventions qu'on avait, les actions qui étaient prévues pour les ajuster, les adapter en contexte de crise en fonction des pertinences et des actions à mener sur le territoire. La Chambre d'agriculture, par exemple, on parlait des cartographies, et c'est effectivement élaborer une cartographie des points éphémères de vente, mettre à disposition.
de l'ensemble des partenaires et des acteurs du territoire. Il y a les flash informations, entre guillemets. Ils ont l'habitude de faire une newsletter, mais quelques éditions par an, qui est là qu'ils ont réellement boosté, c'est-à-dire qu'ils en ont fait, je crois, peut-être 5 ou 7 pendant le confinement. Ils ont aussi un appui, on parlait également des marchés de plein vent, qui ont fermé. Donc c'était aussi un relais d'information auprès des communes sur les modalités de réouverture, un accompagnement sur les protocoles sanitaires, les aider, le circuit de circulation, etc., pour favoriser la réouverture de ces marchés de plein vent. Donc il y a eu tout cet appui-là et le relais de toutes les initiatives qui ont pu être faites. Ça, c'était un petit peu notre rôle. Au niveau de l'emploi, c'est vrai que ça a peu été évoqué parce que c'est un sujet un peu... Ah, c'est des bras pour mon assiette. Voilà, alors ça n'a pas tellement marché. Pourquoi? Alors moi, c'était pas tant les bras pour mon assiette. Alors ma collègue qui a relayé ça, c'était des plateformes qui mettaient en lien du coup les offres d'emploi, les besoins des producteurs et des exploitations et la possibilité de déposer sa candidature de manière non classique, on va dire. C'était pas un CV à proprement parler, c'était apparemment une plateforme qui existait déjà dans la Marne, qui s'appelait Wikifarm, et donc avec des consignes du national de le déployer au niveau des départements. Donc effectivement, on s'est fait le relais. L'enjeu pour les départements, c'est parce qu'on a un public cible qui sont les personnes en situation de précarité. Donc on a les bénéficiaires du RSA qui se sont trouvés d'autant plus en difficulté durant la période, les personnes en insertion, les demandeurs d'emploi. L'objectif pour nous, c'est bien aussi d'essayer de les accompagner lorsqu'il y a des besoins. On sait bien qu'il n'y a pas une adéquation qui, comme par magie, entre un besoin et une compétence de part et d'autre. Ça a plus ou moins bien marché, on va dire, parce que du coup, les personnes qui sont en difficulté ont parfois non pas juste des difficultés d'accès à l'emploi, mais elles ont d'autres freins, qui peuvent être des freins sociaux et des freins liés au numérique, c'est-à-dire savoir aussi utiliser ces plateformes, etc. Donc on a eu des résultats, mais on n'était pas en capacité de les suivre au niveau du département pour des questions de gestion de données privées également. Mais on a tous les acteurs de l'emploi qui se sont mobilisés, toutes les missions locales, les plateformes comme la DEFA, Pôle emploi. Il y avait aussi un problème de représentation là, des agriculteurs par rapport aux chômeurs. Hein, c'était pas aussi un souci. Il y a pu avoir, moi j'ai eu ces échos effectivement, donc il y a eu la grosse crainte que les exploitations se retrouvent sans main d'œuvre, la main d'œuvre saisonnière. On sait que c'est un secteur qui dépend énormément au niveau de la production de la main d'œuvre saisonnière, notamment la main d'œuvre étrangère. Et donc avec la fermeture des frontières, anticiper, se dire mais si on n'a pas la main d'œuvre, comment on va être en capacité de récolter et de fournir les circuits d'approvisionnement. A priori, en Drôme, on a plus anticipé par crainte d'eux, mais finalement, la temporalité du confinement fait qu'on n'a pas été nécessairement mis en difficulté parce que les productions arrivaient plutôt, les récoltes arrivaient après, posteriori du confinement. En revanche, c'est vrai qu'il y a des questions de représentation, je pense, de part et d'autre à faire tomber. Les représentations de quelqu'un qui est au chômage de plus ou moins de longue durée, une personne qui est en insertion, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, et du coup, est-ce que je suis prêt finalement à faire ce pas-là et à l'embaucher ou à essayer. Ça, c'est un travail que de toute façon, le département s'emploie à faire, mais dans ses politiques de droit commun. Et puis, oui, pardon. Allez-y. Non, parce que c'est toujours une de mes collègues qui est sur cette question-là. Je voulais rebondir sur les signes de qualité. Donc, du coup, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Nous, on a une politique également de soutien des signes de qualité. Donc, on en a 37 dans la Drôme entre les AOP, AOC et IGP. Et on a un travail plutôt d'animation, on va dire, des ODG. Les ODG, c'est les organismes de défense et de gestion de ces signes de qualité. Il y a un travail, on va dire, qui est fait annuellement. Ils se fixent les priorités quelles sont les priorités pour les représentants et la profession. Et pendant le confinement a émergé vraiment la question justement de la grande distribution et de comment on approche et comment on sensibilise les GMS. Au-delà des producteurs même qui, eux, peuvent vendre directement au GMS, c'était comment finalement les ODG se font le porte-parole des signes de qualité en transcendant aussi les différences, c'est-à-dire pas le porte-parole de
je ne sais pas, l'agneau de Sisteron, le bleu du Vercors, etc. Mais globalement, qu'est-ce que c'est qu'un signe de qualité? En quoi ça contribue à une alimentation de qualité, une alimentation durable? Et donc, il y a tout eu un travail d'approche et de mise en lien avec les grandes et moyennes surfaces de sensibilisation qui perdurent encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça a eu un effet plutôt positif à ce niveau-là. Et toujours en lien avec la grande distribution, c'est vrai que la Chambre s'est également rapprochée des points de vente de grande distribution, des enseignes, pour essayer d'identifier celles qui avaient une appétence ou qui étaient plus ou moins réceptives à la question du local, à la question des signes de qualité, à lister finalement, à faire le recensement de ces enseignes et les contacts pour pouvoir les mettre à disposition des agriculteurs. Comme ça, les producteurs ont finalement la main pour pouvoir approcher ces enseignes-là quand ils ne savent pas forcément comment faire de lien direct avec la grande distribution. Alors vous nous donnerez votre recette, parce qu'apparemment ça a plutôt coincé avec les GMS dans les autres territoires. Alors il y a un outil, avant de donner la parole à Lilian Vergas, un outil qui est prisé par les départements, c'est AgriLocal. Alors chez vous, c'est AgriLocal, mais c'est surtout AgriCourt. Alors là, la bouteille à moitié pleine, moitié vide. Quelle partie vous voulez prendre? Il ne faut pas opposer AgriLocal et AgriCourt. AgriLocal, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme de mise en lien entre les producteurs locaux et, on va dire, les acheteurs publics, parce que c'est un outil initialement dédié aux acheteurs publics parce qu'il permet de respect des marchés publics, donc de gérer ces contraintes-là, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc il y a plus d'une trentaine de départements en France, parce que c'est une plateforme nationale qui utilise AgriLocal. Nous, c'est vrai qu'elle est plutôt utilisée par les collèges, parce que les départements, on a la responsabilité des collèges. Donc c'est les collèges qui s'en saisissent essentiellement. Puis on a une politique de soutien de mes collègues à l'appropriation de la plateforme, d'accompagnement. C'est un moyen de pérenniser effectivement aussi on va dire les activités des producteurs quand on fait des marchés qui ne sont pas juste ponctuels, une commande à un instant T, mais qu'on planifie par exemple sur l'année. Ça permet aussi de pérenniser le tissu économique local. En revanche, pendant la crise, c'est vrai que comme la plateforme était très finalement dépendante de la restauration collective, elle a peu fonctionné. On a un hôpital qui s'approvisionne toujours, et vous mentionnez AgriCourt. AgriCourt, en fait, c'est une association de producteurs en Drôme, du coup, qui regroupe un certain nombre de producteurs, qui assurent la logistique et qui est référencé en fait en tant que fournisseur sur la plateforme AgriLocal, qui s'est retrouvé, lui, effectivement, avec un débouché tout d'un coup bien moindre pendant le confinement, qui a dû s'adapter, qui a su s'adapter, notamment en développant les paniers, la vente en ligne, etc. Là, on sait que ça repart, mais AgriLocal n'a pas eu on va dire, de rôle particulier durant cette période-là. Au contraire, c'était plutôt un petit peu une mise en berne. Merci, on reviendra sur la partie enseignement. Alors, Lilian Vergas, on a un sacré beau bébé, votre système alimentaire interterritorial. 272 communes, 750 000 habitants, 318 000 emplois. Donc c'est à prendre avec, je dirais, vigilance lorsque le Covid arrive. 7 partenaires publics avec 3 socioprofessionnels, 3 organismes socioprofessionnels. Un système qui est relativement structuré, un conseil de l'alimentation, un COPIL, un COTEC évidemment. Et puis il y a ce fameux pôle agroalimentaire. Alors, juste parce que j'ai lu aussi que vous étiez en plein mois de la transition alimentaire, là, tout de suite. Ça finit fin octobre, ce mois de la transition alimentaire, parce que vous êtes aussi sur le changement des pratiques. J'ai amené la petite présentation. Dominique l'a mise à disposition. Donc ça, c'est spécifique chez vous? Ah oui. Voilà. Donc on est, au-delà d'une semaine, on est carrément dans le mois de la transition alimentaire. Alors d'abord, retour au confinement. Comment ça s'est passé chez vous? Comment avez-vous fait face? Je rappelle que votre PIAT pardon, est quand même relativement récent, si on peut dire, et qu'il associe, donc il y a quand même la lourdeur du dispositif, qu'on le veuille ou non. Comment avez-vous réagi par rapport à cette crise sanitaire au tout début? Alors, comme tout le monde, ça nous est tombé dessus. On n'était pas prêts du tout. Je crois qu'encore moins près que nous, il n'y avait que l'éducation nationale. Ma femme est directrice d'école et c'est pour ça que je dis ça. Pendant le confinement à la maison, je vous assure
on n'a pas eu beaucoup de temps pour faire du jardinage. C'était en fait ce qui était intéressant, c'est la réactivité. Moi, je trouve, dans l'analyse que vous faites, Yuna, c'est le couple réactivité et solidarité. Je trouve que c'est ce qui a été le plus porteur des réussites qu'on a pu avoir, parce qu'on a eu des échecs aussi. Après, bon, pour revenir vraiment sur le PAIT, pourquoi un territoire aussi étendu ? Parce que simplement, c'est celui qui est le bassin de vie et le bassin d'alimentation de la métropole grenobloise. La métropole, elle fait 49 communes, mais comme vous l'avez dit, dans le PAIT, il y a 272 communes. Pourquoi ? Parce que moi, je suis aussi responsable du service, ça manque, mais je m'occupe aussi de la montagne. Et la relation avec les territoires voisins, elle est fondamentale sur ces questions alimentaires. Donc, dans le PAIT, on retrouve le parc du Vercors, le parc de Chartreuse, le Grésivaudan, qui est une communauté de communes entre Grenoble et Chambéry, le Pays Voironnais, qui est plutôt la branche vers Lyon, mais on trouve aussi la ville de Grenoble en tant que telle. Ce qui fait qu'on a et puis il y a le Trièves aussi. Donc on a en termes de territoire. Donc on a des territoires avec des collectivités publiques qui ont des compétences très 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 différentes. Donc c'est une des forces et une des complexités. Force parce que quand on s'est trouvé confronté à tous les problèmes sociaux qui ont découlé, que j'évoquais tout à l'heure, la ville de Grenoble, ils savaient faire. Ils avaient un CCAS super trapu, ils savaient faire. Ce que savaient peut-être moins faire les communautés de communes voisines ou même la métropole. Donc on a pu bénéficier de leur réactivité liée à leur expérience de ces questions-là. Donc c'était profitable. De la même manière, en termes d'approvisionnement, d'organisation logistique, là, nous, métropole, on a la compétence abattoir, on a la compétence mine. C'est des sujets sur lesquels on travaille, je dirais au quotidien. Les parcs, le regroupement, l'organisation des producteurs, la possibilité de faire, même de façon ponctuelle, des regroupements, ils savaient faire. Donc quand on a mêlé toutes ces compétences-là, et qu'en plus on y a ajouté les compétences de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et de collectifs citoyens, puisqu'on a le collectif autonomie alimentaire de la région grenobloise, plus l'interconseil de développement, cette gouvernance-là, en fait, elle permet de mobiliser les dynamismes et les gens qui sont capables de répondre. Et en fait, pour moi, là où ça a été le plus intéressant, c'est que ça a fini de souder le groupe qu'on était en train de construire au niveau du PAIT. Ça a vraiment achevé les choses. Et vous avez évoqué également le pôle agroalimentaire. Le pôle agroalimentaire est une structure qui regroupe à peu près les mêmes gens, plus le département et un ou deux territoires du nord du département de l'Isère. Donc là, on avait vraiment, entre le PAIT chez nous, et le pôle agroalimentaire, qui est, on va dire, l'approche économique du PAIT, qui est le lieu où on travaille sur les filières, le lieu où on travaille avec la grande distribution, etc. Donc on avait les acteurs autour de la table. Et du coup, quand on s'est trouvé face à cette situation-là, on a pu développer des outils qui étaient, donc on a tous fait la même chose, je crois, on a fait une carte, mais au lieu d'avoir 7 ou 8 cartes sur notre territoire, la Chambre d'agriculture a fait le recensement de tous les agriculteurs et on avait quelque chose de cohérent et d'unique. Après, on les a tous diffusés sur nos supports, c'était pas le problème. Mais le boulot, il n'y en a qu'une qui l'a fait. De la même manière, la Chambre des métiers a contacté tous ses ressortissants artisans de métiers de bouche pour voir s'ils avaient des besoins, si ils pouvaient rentrer dans des dynamiques de réapprovisionnement, d'approvisionnement réorganisé, on va dire. Voilà. Et nous, côté métropole, le service éco de la métropole, il a appelé 350 magasins, qui étaient des magasins de proximité avec lesquels on travaillait relativement peu, mais dont on a très vite vu
et ça est confirmé par l'étude qu'a présentée Yuna tout à l'heure, on a très vite vu que ces relais de magasins de proximité ont pris une grande importance dans l'approvisionnement des acteurs. D'autant qu'il faut le dire quand même, la GMS a moyennement joué le jeu. Et je suis gentil sur le moyennement. Et là aussi, on est sur des choses en fait très hétérogènes. Je ne vais pas donner de nom d'enseigne, parce que en fait, d'un magasin à l'autre, il y a des gens qui ont super joué le jeu, et puis la même enseigne, le magasin à côté, on l'a pas vu, fin de non-recevoir, rien. Donc on était vraiment dans des logiques de rapport humain, plus que dans des logiques de stratégie. Voilà. C'est à ça qu'on reconnaît les amis pendant la crise. Eh bien oui. Voilà. Et en fait, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, qu'en fait, les magasins de GMS avec lesquels on a bien bossé, il y en a qui ont fait plus 30, plus 40, voire même beaucoup plus encore sur les commandes de produits locaux. Comme par hasard, c'était ceux avec qui on travaillait déjà. Et on a fait une forme d'appel à l'aide. Et ceux avec qui on travaillait déjà ont surcommandé les produits locaux. Par contre, ceux avec qui on ne travaillait pas du tout, on en a peut-être déclenché 2 ou 3, mais pas plus, quoi. D'accord. Alors avant de donner la parole à la salle, une question. Alors j'imagine pour les uns et pour les autres, et surtout chez vous, que le PAIT qui est labellisé, qui est reconnu avec un J'espère système qu'il l'est, parce que j'ai toujours pas eu le courrier. Vous n'avez pas eu le courrier. Bon, mais... Monsieur le directeur est en train d'écrire le courrier. Non, parce que on a déposé notre demande qu'en février, donc. Alors, tout simplement. Alors, il n'est pas descendu jusqu'à moi. J'imagine que pendant la crise, et pour les uns et pour les autres, le PAT ou le PAIT n'a pas été la boussole sur vos bureaux pour gérer les différentes contraintes qui sont parvenues au fur et à mesure. On a une toile de fond, mais rappelez-nous quand même à l'origine, c'est que vous avez une stratégie agricole et alimentaire interterritoriale. L'objectif, c'était plutôt sur des problématiques de foncier, d'emploi, d'installation, et puis évidemment d'augmenter la part des produits locaux. Par contre, lorsque vous passez au PAIT, moi j'ai relevé que vous étiez certes sur ces objectifs-là, mais vous étiez aussi pour garantir un modèle alimentaire de qualité, mais vous étiez surtout sur accompagner le changement, qui est un des leitmotifs de votre mois de la transition alimentaire. C'est là où, en fait, c'est l'intérêt des PAT, d'une manière générale. Et là-dessus, le travail qu'on a fait à l'époque avec Elisabeth Manzon, je lui dis d'autant plus qu'elle n'est plus là, mais elle nous a énormément poussé à sortir du système un peu club, agro-technico, voilà, je ne sais pas comment dire, mais à prendre aussi en considération les questions de culture, madame, les questions de gestion des déchets, d'économie circulaire, de social, de santé, d'éducation. Voilà. D'éducation. Donc, en fait, le PAT, pour moi, c'est on passe d'une politique agricole à une politique alimentaire. Et une politique alimentaire, c'est réellement, on passe de quelque chose qui est, une politique agricole qui est sectorielle à une politique alimentaire qui est systémique. Et du coup, ça pousse le territoire et c'est là où le diagnostic est fondamental, à évaluer quelles sont ses forces, ses faiblesses, et c'est les éléments de réponse et les bons acteurs au bon endroit pour gérer ces questions-là. Donc voilà, maintenant, je pense que par rapport à ce qu'on vient de vivre, si j'en tire les enseignements, il y a une dimension qui est absente des PAT, et je pense qu'il y a beaucoup de PAT qui vont bouger là-dessus, c'est la question de la sécurité alimentaire. Donc c'était la case qui manquait. On va bouger, on va évoluer, on va y venir. Mais pour moi, c'était l'intérêt du PAIT, c'était vraiment ça, quoi. C'était. Alors vous soulignez quand même accompagner le changement en matière de comportement au champ, en magasin et dans l'assiette. C'est un peu les enquêtes qui ont été faites dans le Rouennais concernant les pratiques alimentaires. Mais vous voulez transformer tous les Grenoblois et voisins en vegan ou quoi ?
Alors, je disais que tout à l'heure, je m'occupais de la montagne. Vous voulez me fâcher avec tous les éleveurs de Grenoble. Juste un petit chiffre, hein, sur la métropole de Grenoble, 70% des exploitations ont un atelier d'élevage. Donc, on va pas... non, on n'est pas là-dessus. Mais d'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, il y a une espèce de discours assez primaire. Et je le vois notamment par rapport, on travaille beaucoup sur les cantines et sur la question, par exemple, des cantines qui mettent en place un repas végétarien. Ok, le plan national de l'alimentation, toutes les recommandations alimentaires du plan santé, etc., nous disent qu'il faut manger moins de viande. J'étais jeudi aux assises européennes du pastoralisme qui avaient lieu à Grenoble et j'ai expliqué aux éleveurs qu'allez voir ce qu'a fait la ville de Grenoble. Ils ont arrêté de donner aux gamins des trucs panés, je dis bien des trucs panés, où franchement la viande qu'il y a là-dedans, il n'y en a pas, ou si peu. En clair, c'est du gras, des tendons et du sel, avec un peu de chapelure à base de noyaux d'abricot. Voilà ce qu'avant on donnait dans les cantines aux enfants. Aujourd'hui, ils travaillent avec Bœuf Saveur du Dauphiné, ils donnent de la vraie viande, qui est une viande locale, et franchement, nos éleveurs, ils s'en sortent beaucoup mieux, et tant pis pour les entreprises industrielles qui fabriquaient l'ersatz. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est aussi ça, de travailler sur un PAIT. Et la question de local, elle est hyper importante. Mais derrière, on ne peut pas faire abstraction de la question de la qualité. On a des super bonnes fraises en Isère. Nous, on ne fait pas un travail pour que demain, les enfants dans nos cantines, ils mangent de la mousse aux fraises avec de la farine de goire, du sucre, de l'eau et peut-être 10% de fraises, fussent-elles de l'Isère. C'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gamins ils mangent des vraies fraises. On a un secteur de production autour de Revel-Tourdan, dans le nord du département, qui sont super bien. Voilà, quoi. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Voilà qui doit ravir les territoires du goût, j'imagine. Peut-être retour à Saint-Flour, les enseignements perspectives en un mot. Je pense que vous n'avez pas encore réuni, parce que c'était fin juin le deuxième tour des élections, l'installation du conseil communautaire. À ce jour, vous n'avez pas encore réuni votre gouvernance. Ça fait partie un peu des perspectives à venir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire au travers du confinement? Quelles sont les leçons à apporter, notamment l'élan que vous avez mis en place? Quelles sont les perspectives? Bon, déjà, à ce jour, le drive a été interrompu puisque le marché, en fait, suffit à nos producteurs locaux. Donc, pour le moment, il ne fonctionne plus et c'est à leur demande, en fait. Par contre, par rapport à la suite, au niveau du PAT, il y avait une première année où c'était des diagnostics, donc on a tout à construire et du coup, c'est en ce sens qu'on a besoin d'affiner notre gouvernance. Mais ce qui en ressort, c'est que, déjà, on va dire que les producteurs locaux ont travaillé ensemble, donc ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était des individualités et donc ils ont été obligés de s'organiser, de s'associer. Et donc, il en ressort que maintenant, ils réfléchissent peut-être sur des mutualisations de transport, des mutualisations de débouchés et de transport sur d'autres marchés plus lointains. Voilà, ça c'est pour les producteurs. Quant à nous, au niveau local, on part toujours pour développer la consommation de produits locaux. C'était notre ambition dès le départ et ça le reste. De l'intégrer dans la restauration collective. Et voilà, c'est toujours nos objectifs à ce jour. Et notamment la question des produits frais en termes d'accessibilité pour la restauration. Laura Castillo, la logistique revient, mais au-delà de la logistique, est-ce que, au regard de la crise, la question, je pense au maraîchage notamment, est-ce que ça vous a conforté dans l'idée d'installer donc chez vous, à Vichy Communauté, sur le territoire ?
Tout à fait, parce qu'on a moins de 3% des besoins alimentaires qui sont produits sur le territoire en fruits et légumes. Alors on ne va pas produire ce qui n'est pas adapté à notre géographie, mais on a quand même une politique d'installation et d'accompagnement des porteurs de projets qui est assez forte, notamment avec des espaces tests et de l'accompagnement au cas par cas. Donc ça nous conforte tout à fait dans cette optique-là. Et cette période compliquée nous a montré que le projet alimentaire territorial est très légitime et les acteurs qui en font partie sont réactifs et se connaissent et se reconnaissent. Et puis, vous n'oubliez pas cet objectif de lutte contre le gaspillage qui était à l'origine d'ailleurs à la fois de la cuisine centrale, mais aussi du projet alimentaire. Oui, et c'est un moyen aussi d'infuser dans chaque commune de l'agglomération, de proposer un accompagnement à cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on a 6 communes qui sont parties pour l'année scolaire dernière, qui du coup est déportée, enfin le trimestre est déporté là de septembre à décembre. Et on espère fédérer encore d'autres communes sur ce type de projet-là, où on n'est pas seulement à vouloir réduire le gaspillage alimentaire pour faire des économies, mais se tourner vers une autre logique d'approvisionnement en produits de proximité, de qualité et durable. Merci. Le département de la Drôme, pendant le confinement, a vu que c'était un atout complémentaire par rapport aux autres acteurs, mais quels enseignements on peut tirer pour l'avenir ? Les enseignements qu'on en tire, c'est déjà ça nous a rassurés sur le fait que notre approche finalement n'était pas complètement à côté des clous, hein. C'est-à-dire que les thèmes qu'on a ciblés, les priorités qu'on s'est données au travers de notre PAT, elles ont été plutôt confortées finalement à l'un des enjeux qui ont émergé ou renforcés durant la crise. On avait lancé quelques chantiers, donc j'ai parlé de celui de la mise en œuvre de la loi Egalim pour la restauration collective. On a une étude sur la structuration de l'approvisionnement local, qui est une sorte de serpent de mer autour duquel on tourne depuis longtemps sur à la fois l'échelle circuit court, circuit long, massification des flux, est-ce que c'est juste RHD, est-ce qu'on met tout le monde dans la boucle, de quel outil on se dote, qu'est-ce qu'il y a sur les autres territoires. Et du coup, ça, c'est l'étude, elle a été, le bureau d'études a commencé en juillet. Donc finalement, on est dans l'actualité aussi. Ça va permettre de nourrir nos autres réflexions. On soutient un projet de thèse porté entre autres par Cap Rural sur la précarité alimentaire en milieu rural. Donc c'est vrai il va y avoir 4 territoires d'observation en Drôme. Et les enjeux d'accessibilité mis à jour durant la crise vont permettre d'avoir aussi un autre éclairage sur ce projet de thèse de 3 ans qui démarre là tout juste. On a un projet, on a vu l'importance qui a été accordée, les attentes et la demande pour des produits locaux. Alors on sait qu'on ne peut pas avoir de définition arrêtée du local, notamment quand on parle de marché public, etc. En revanche, pour satisfaire la demande et faciliter aussi la traçabilité, la transparence, on a commencé, donc c'est en cours, donc ça conforte toujours cette démarche-là, une expérimentation de définition et de labellisation, entre guillemets, du local en restauration collective. Nous, nos collèges, ils sont labellisés label en cuisine, donc porté par l'organisme EcoCert, donc plutôt porté sur le bio, avec 3 paliers. Quand on est carotte 1, on a 20% de bio, 42, on a 30%, et carotte 3, 50%. Nous, les collèges, ils sont déjà en moyenne à 36%, avec certains à 50%. Et on se heurtait à, oui, mais on veut savoir quantifier les produits locaux, mais on ne sait pas le faire finalement, parce qu'il n'y a pas la méthodologie et les outils pour le faire, et que c'est extrêmement compliqué. Donc là, il y a une expérimentation sur 3 collèges volontaires, en lien avec Agricourt, dont je parlais tout à l'heure, là, notre plateforme, notre groupement d'associations de producteurs, qui lui est déjà sur le bio et le local, comment on fait finalement pour se doter d'outils qui, au moment de l'audit, facilitent et permettent de dire, nous, on a proposé tant de pourcentage de local en plus des produits bio. Donc ça, c'est en cours et ça a vocation à être déployé par la suite. Je pense que du coup, EcoCert va s'en saisir pour le proposer finalement à l'ensemble des sites intéressés, qui voudront engager une démarche de labellisation en ce sens.
Et après, les deux enjeux, enseignement que moi je vois, c'est un fort besoin de transversalité en interne, comme je le disais, pour que la question de l'alimentation, finalement, elle transcende un petit peu. Nous, on le saisit par un bout dans notre direction, mais finalement, on a plein d'autres services, plein d'autres champs de compétences, ou en tout cas de publics cibles, auprès desquels on peut aborder cette question-là, et c'est comment on se l'approprie en interne et on fait le diffuser dans l'ensemble de nos dispositifs, que ce soit... je ne sais pas, tous nos dispositifs, l'appel à projet ESS par exemple, on va en faire un volet alimentation spécifique pour faire émerger ces projets-là portés par ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les liens avec toutes les personnes âgées, la direction qui est en charge des maisons de retraite, le portage de repas, comment on prend en compte ces considérations-là. Et après, plus globalement, c'est avec les acteurs du territoire, comme vous disiez, du coup, partager, faire connaître, se connaître et se reconnaître. Donc ça, nous, ça va être notre enjeu parce que c'est une démarche de PAT qui est émergente. Ça, c'est votre travail au quotidien, je dirais, avec les territoires. Merci. En tous les cas, on voit le vaste chantier que vous avez à l'échelle d'un département. Liliane Vargas, en très peu de mots, les perspectives, les enseignements que vous tirez de la crise à venir, sachant que vous avez quand même un bel outil, même une belle stratégie, comme vous l'avez dit. Je vais aller vite, parce que tout le monde va faire là. L'alimentation, c'est bien d'en parler, mais c'est pas mal aussi de se substanter. Donc en fait, nous, on continue, on appuie nos réflexions sur les deux axes, hein, le projet alimentaire interterritorial, qui est l'approche, vous l'avez compris, englobante, et le pôle agroalimentaire, qui est plutôt l'approche filière. Et donc sur le volet plutôt filière, la vraie question aujourd'hui, c'est comment on structure réellement ces filières territoriales, parce que si on veut sortir des marchés de niche, c'est forcément dans des logiques de filières territoriales, où on maîtrise la valeur ajoutée, etc. Je ne fais pas un détail. Le principe de la marque Isère qu'on porte avec le département, c'est justement d'avoir quelque chose qui soit équitable, à la fois pour le producteur, le transformateur, le distributeur et le consommateur. Et puis un travail sur le modèle économique de ce qu'on a pu voir émerger comme solution alternative. Et là, il y a une vraie grosse question. On a des agriculteurs qui sont épuisés parce que de produire, prendre les commandes, enfin toute la chaîne, absorber toute la chaîne dans des conditions comme ça, c'était compliqué. Et puis après, le dernier point, c'est poursuivre les actions du PAIT, donc autour de la restauration collective, de la mise en place de la loi Egalim, le travail aussi avec la Chambre d'agriculture sur la réponse d'une agriculture adaptée au changement climatique et aux attentes des gens, et la gestion des déchets dans une logique économie circulaire. Et tout ça, en fait, c'est comment on fait la transition alimentaire de notre territoire. Et puis là-dessus, je voudrais vous féliciter, Dominique et Cécile notamment, je pense, parce que je pense que le titre, il vient de vous. Mais la vraie question, c'est quand même bien comment on arrive à cette résilience alimentaire. Et nous, on va réorienter notre PAIT, notre pôle agroalimentaire autour de cette question-là. C'est parce que l'enjeu, demain, il est là-dessus, quoi. Merci pour ces félicitations et surtout rappeler qu'il faut trouver à la fois la transition alimentaire, mais aussi surtout le modèle économique, parce qu'il n'était évidemment pas viable. Pendant le confinement, on a applaudi avec justesse et légitimité les soignants, mais les producteurs ont subi cette guerre de façon de plein fouet. Merci. Alors, Adeline Brunet, les perspectives pour le pays, pour l'agglomération de Bourg-en-Bresse, en peu de mots. En peu de mots, cette crise du Covid, finalement, elle a conforté le travail réalisé depuis plusieurs années par les élus et l'équipe. Juste pour la petite anecdote, Aimé Nicolier a été reconduit dans ses fonctions de vice-président et maintenant, il est vice-président à l'agriculture, l'alimentation et la ruralité, et donc le terme alimentation est apparu. On avait dans notre PAT, qui en fait, nous, a été conçu en même temps que le projet de territoire, et c'est vraiment une démarche de projet de territoire, et ces acteurs de tous horizons qu'on a mis autour de la table nous ont aidés à finalement orienter vers des actions qui aujourd'hui, suite au Covid, sont confortées. Notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, la nécessité de mettre en face
fasse une vraie filière et de regarder les maillons manquants. Nous, aujourd'hui, les maillons manquants sur l'autonomie alimentaire, par exemple, il y a la question du maraîchage. On a des maraîchers, mais on n'en a pas suffisamment. Et donc, avec un maraîcher, alors je vais dans le même sens que ce que disait Lilian tout à l'heure, hein. Clairement, c'est un jeune maraîcher bio du territoire, hyper motivé, qui a réussi à montrer toute une équipe projet autour de lui et d'amener aussi la Chambre d'agriculture. On va partir sur une opération de ferme-école en maraîchage biologique sur le bassin de Bourg-en-Bresse, avec la volonté politique de la collectivité de travailler sur l'acquisition du foncier et de faciliter ce maillon-là, parce que c'est aujourd'hui un gros frein à l'installation. On se pose également la question, on avait, comme la Drôme, je crois que ça a été cité tout à l'heure, on a une plateforme Agri-Alim sur le département de l'Ain qui fonctionne très bien, mais là aussi, toujours recherche de complémentarité. On réfléchit, donc c'est la Chambre d'agriculture qui va faire une étude sur une plateforme de restauration, une plateforme physique RHD, parce que pendant le confinement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte que beaucoup de personnes éloignées, alors surtout pour des questions d'accessibilité, souhaitaient commander des paniers et être livrées. On n'a pas été en capacité de le faire. Donc une plateforme agile, elle fait la RHD, mais si on repart en pandémie, elle peut servir également à ça et aller aussi sur les publics défavorisés. Et la question, la RHD, la question de la légumerie, on a aussi un opérateur privé qui réfléchit à ces sujets. Voilà, donc écoutez, nous... oui, le Covid, ça a été agréable. Enfin, le confinement, ça a été agréable pour personne. Mais finalement, ça nous aide à nous dire que le travail, la façon dont on l'a mené avec les acteurs, ça allait dans le bon sens et ça motive encore plus l'équipe d'élus. Merci pour ces perspectives encourageantes. Le PAT n'est pas remis en question, mais en tous les cas est conforté, accélère évidemment les actions que vous allez mettre en place. Françoise Valette, pour le Rouennais, les enseignements suite au confinement, au déconfinement. Alors, les enseignements, ça a été vraiment de se dire, de trouver vraiment une gouvernance, parce que ce ne sont pas les élus, c'est pas le milieu agricole, c'est vraiment une gouvernance et un PAT. En fait, c'est à l'initiative, ce que il a été dit en introduction, des collectivités, mais derrière, il faut que tout le monde trouve sa place. Alors, dans le PAT du Rouennais, enfin le projet qu'on a, la gouvernance, elle va s'articuler avec des partenaires qui ont signé un engagement en signant la charte du PAT du Rouennais. Et dans cette charte, il y a nos valeurs, nos orientations, nos objectifs, ce que l'on veut en termes de stratégie d'alimentation. Et dans les partenaires aujourd'hui qui sont engagés, on en a une quinzaine. C'est assez équilibré. On peut avoir autant du monde agricole que du monde économique, que de la grande distribution, que des associations plutôt sociales. Et en fait, on va essayer d'organiser pour que la collectivité ne soit pas la seule et qu'on ait une légitimité lorsqu'on mobilise les gens. C'est vraiment ça. C'est vraiment de travailler sur un projet de territoire. On parlait tout à l'heure en aparté. Il ne faut pas rêver. Lorsque vous avez un territoire qui, depuis des années, travaille sur des projets de territoire, sur des stratégies qui décloisonnent les intercos ou d'autres structures administratives, vous avez une légitimité, vous avez une confiance, vous pouvez téléphoner à la santé comme aux agriculteurs. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment la chose importante et c'est dans la gouvernance qu'on va le voir. Il y a un dialogue de confiance et je rappellerai que vous avez mené une étude ou un mémoire de master sur la démocratie alimentaire. Sur la démocratie alimentaire, parce que c'est tout un pan qui va être nécessaire de chercher. Et là, les collectivités auront sûrement leur rôle à jouer. Au moins donner l'exemple. Plus les projets peut-être éventuellement avoir de légumerie en fonction de la réaction du terrain, on a des maraîchage GAEC, aussi. Voilà, on a des GAEC qui s'agrandissent, qui ont besoin, qui vont créer des ateliers de transformation. On a les vrais problèmes d'irrigation. Enfin, l'adaptation au changement climatique, c'est pas un vain mot. Voilà, il y a un gros chantier, mais il y a plein de projets et plein de bonne volonté. Merci, il m'appartient à vous remercier à la fois à la tribune mais aussi dans la salle. Vous pouvez vous applaudir ensemble parce que, moins d'évident, nous sommes sortis du confinement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment. D'abord,
il faut manger. Donc en 2 vagues, vous avez bien compris, selon l'étiquette, peut-être Cécile va... Voilà. Et Dominique, qui ont été cités chaleureusement, de suivre un peu les indications et les consignes sanitaires. Donc on va sortir tranquillement, aller manger en deux étapes. Vous allez rejoindre les ateliers directement, qui, je rappelle, les ateliers sont faits en 2 fois, puis après on se retrouvera ici en plénière avec nos témoins, avec Yuna, Chifulo, et puis on clôturera évidemment cette journée. Donc la journée n'est pas terminée, bon appétit, et à tout à l'heure.